Ouragan présente Les 7 habitudes des gens efficaces. Adaptation audio, Anne-Marie de Raspe. Narration, Yann Le Gac. Les 7 habitudes des gens efficaces, ce n'est pas une formule express ou une recette magique. C'est un processus de croissance personnelle et interpersonnelle qui requiert non seulement vos efforts, mais aussi votre patience. C'est le prix à payer pour récolter les bénéfices inhérents à la pratique de ces habitudes. En acceptant de fournir cet effort de patience et de persévérance, vous augmenterez vos chances d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels en même temps que vous entretiendrez de meilleures relations avec vos collègues et avec vos proches. L'essentiel du propos des 7 habitudes relève du sens commun. Néanmoins, ce qui relève du sens commun n'est pas pour autant pratique commune. Le programme des 7 habitudes vous fournit des pistes de réflexion et des exercices d'entraînement qui vous permettront d'organiser ce sens commun pour tirer le meilleur parti de vous-même, des autres, et de toutes les situations d'interdépendance auxquelles nous confronte quotidiennement la vie. La définition d'une habitude. Pour notre propos, nous définirons une habitude comme une intersection entre la connaissance, l'habileté et la motivation. La connaissance, c'est le paradigme théorique, autrement dit le quoi et le pourquoi. L'habileté, c'est le comment et la motivation, c'est le vouloir. Par exemple, mes relations avec mes collègues, mon conjoint ou mes enfants peuvent être inefficaces ou stériles parce que je leur dis tout ce que je pense sans jamais vraiment les écouter. Il se peut que je ne sache pas écouter et que je ne sois même pas conscient de ce manque d'aptitude. Advenant le cas où je sache comment écouter, encore faut-il que je veuille le faire. Il est donc essentiel, pour créer une habitude, de travailler simultanément avec ces 3 composantes, la connaissance, l'habileté et la motivation. Ce n'est pas toujours simple, car il faut généralement briser de vieux schémas qui, durant des années, nous ont faussement rassurés. L'on ne peut y parvenir qu'en ayant en tête un projet, une philosophie, qui nous incite à vaincre nos pulsions et notre quête de résultats immédiats pour rechercher un bien-être plus complet et plus satisfaisant dans l'avenir. Les 7 habitudes, en harmonie avec les lois de la croissance personnelle, nous font cheminer dans un processus continu de maturité qui nous mène de la dépendance à l'indépendance et par la suite à l'interdépendance. On peut illustrer ce cheminement de la façon suivante. Enfant, nous sommes entièrement dépendants des autres pour nos besoins essentiels de survie. En grandissant, nous devenons progressivement indépendants physiquement, mentalement, intellectuellement, émotivement et financièrement jusqu'à ce que nous soyons en pleine possession de nos moyens et parfaitement autonomes. Avec la maturité, nous prenons conscience du système d'interdépendance qui gouverne la nature aussi bien que les sociétés et nous tentons d'établir des communications, des échanges et des relations avec nos semblables. Les gens dépendants ont besoin des autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Les gens indépendants obtiennent eux-mêmes ce qu'ils désirent, et les gens interdépendants combinent leurs efforts et leurs talents pour obtenir un succès supérieur au succès individuel. La dépendance. La dépendance, c'est le paradigme du « vous ». Vous prenez soin de moi, vous réglez les choses à ma place, ou vous échouez, vous êtes responsable, je peux donc vous blâmer. L'indépendance. L'indépendance, c'est le paradigme du « je ». Je peux faire les choses moi-même, je suis responsable, je suis autonome, je peux faire des choix. L'interdépendance.
L'interdépendance, c'est le paradigme du nous. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons collaborer, nous pouvons combiner nos talents et notre savoir-faire pour réaliser ensemble quelque chose de plus grand. L'on mesure facilement les limites de la dépendance si on la compare aux potentialités de l'indépendance. L'indépendance est le but avoué des individus et des groupes sociaux. La plupart des livres et des outils de formation personnelle la glorifient comme si la communication, le travail d'équipe et la coopération étaient des choix de moindre valeur. Pourtant, une grande part de cet accent mis sur l'indépendance n'est en fait qu'une réaction contre la dépendance. Le peu de compréhension du concept d'interdépendance suscite souvent des attitudes et des discours défensifs. Bien des gens se délestent de leurs responsabilités de conjoints, de parents ou de professionnels au nom de la liberté et de l'indépendance. Ils ne réalisent pas que l'on ne fuit pas la dépendance puisque ce n'est pas un adversaire extérieur, mais un ennemi intérieur. Certes, il est légitime et parfois souhaitable de vouloir procéder à des changements majeurs dans sa vie. Il faut néanmoins se garder d'oublier que la dépendance est un signe d'immaturité qui a peu à voir avec les circonstances extérieures. L'indépendance, si importante et valable soit-elle, ne devrait pas être notre ultime objectif. Les gens indépendants qui n'ont pas la maturité nécessaire pour penser et agir dans des relations d'interdépendance peuvent réussir dans des tâches individuelles, mais ils ne seront jamais de bons chefs ni de bons joueurs d'équipe. La vie est par nature interdépendante. Essayer d'obtenir des résultats supérieurs sans établir des relations d'interdépendance, c'est comme essayer de jouer au golf avec une raquette de tennis. L'outil n'est pas adapté à la réalité. L'interdépendance nous permet de partager plus profondément et de façon plus signifiante avec les autres et de bénéficier en même temps de leurs ressources et de leur potentiel. Néanmoins, seuls les gens indépendants peuvent devenir interdépendants. Néanmoins, seuls les gens indépendants peuvent devenir interdépendants. Les gens dépendants ne savent pas suffisamment qui ils sont pour se défendre dans ce type de relation. C'est pourquoi les 3 premières habitudes traitent de la maîtrise de soi. Elles vous apprennent à conquérir votre indépendance par de petites victoires privées qui précéderont des victoires publiques. C'est un processus que l'on ne peut inverser, pas plus que l'on ne peut récolter avant d'avoir semé. C'est le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Les habitudes 4, 5 et 6 vous conduiront aux victoires publiques que sont le travail d'équipe, la coopération et la communication. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez vivre isolé pour parfaire les 3 premières habitudes avant de pratiquer les dernières. Seulement, comprendre la séquence dans laquelle elles se suivent vous permet d'avancer de façon plus efficace. Enfin, la 7e habitude est celle du renouvellement équilibré, à intervalles réguliers des 4 aspects de base de toute vie humaine. L'aspect physique, psychique, spirituel et l'aspect socio-émotif. C'est une habitude de progrès continu qui crée une spirale de croissance ascendante qui vous élève à de nouveaux paliers de compréhension et d'intégration des autres habitudes. Comme si vous voyagiez dans un avion qui gagne de l'altitude. Les diagrammes reproduits dans le livret vous permettront de visualiser la séquence et l'interdépendance des 7 habitudes au fur et à mesure que nous les explorerons. Le compte affectif. Avant de présenter chacune des habitudes, je voudrais vous préciser ce que j'appelle, pour les besoins de mon propos, un compte affectif et ce qu'il signifie dans les relations humaines. Vous savez ce qu'est un compte en banque. Si je verse régulièrement de l'argent sur un compte en banque, j'augmente mon capital et je peux éventuellement faire des retraits sans affecter mon crédit, c'est-à-dire sans perdre la confiance de mon banquier.
Il en va de même pour le compte affectif. Il symbolise le niveau de confiance que vous avez créé dans une relation. Ainsi, si je verse dans un tel compte de la gentillesse, de la courtoisie, des promesses accomplies, des engagements respectés, j'augmente la confiance que m'accorderont mon conjoint, mes enfants, mes collègues ou mes amis. Je pourrais me permettre certaines erreurs sans qu'ils me retirent automatiquement leur confiance. Ils ne s'offenseront pas d'un mot ou d'un geste que j'aurais dit ou fait mal à propos. Autrement dit, je pourrais à l'occasion faire des retraits. Par contre, si j'ai la mauvaise habitude d'être discourtois, irrespectueux, détaché, distant, susceptible avec mes proches ou mes collègues, si je les menace ou trahis leur confiance, mes avoirs diminuent. Dans ce cas, s'il m'arrive de commettre une grave erreur ou de violer nos accords, il ne me reste plus beaucoup de capital pour continuer de mériter leur confiance. Je dois alors protéger mes arrières, je marche dans un champ miné. La tension monte, je dois surveiller mes paroles. Bien des familles et des organisations se trouvent dans cette situation. À titre d'illustration, combien d'entre vous avez une relation si intense avec une personne qu'elle vous permet de communiquer sans parler? Ou encore, combien d'entre vous êtes assurés d'être compris même si votre message n'est pas clair? Pourquoi? Parce que ces gens connaissent votre cœur et la personne digne de confiance que vous êtes. À l'inverse, qui n'a pas connu de ces relations tendues dans lesquelles, malgré tous nos efforts, l'on ne parvient jamais à s'expliquer clairement parce que l'autre cherche toujours des sous-entendus qui n'existent pas? N'importe quelle erreur prend immédiatement des proportions alarmantes. C'est comme se noyer dans un verre d'eau. C'est aussi le cas de nombreuses familles et de maintes organisations. Un compte émotif bien garni suppose des versements très particuliers pour gagner la confiance de ceux qui nous entourent. Voici une liste des versements possibles parmi les plus importants. Comprendre l'autre dans son cadre de référence à lui. Le premier investissement que l'on doit faire, c'est de comprendre une autre personne dans son cadre de référence à elle. Nous avons tendance à projeter nos désirs et nos souhaits sur les autres en imaginant qu'ils sont les leurs. Mais ce qui nous fait plaisir n'est pas forcément ce qui comble notre enfant ou notre conjoint. Il faut écouter attentivement pour saisir les véritables désirs de l'autre, souvent à l'opposé des nôtres. Tenir ses promesses. Tenir ses promesses et respecter un engagement sont des investissements essentiels. Peut-être les plus importants, surtout s'il s'agit de promesses faites à des enfants. Les personnes peu sûres d'elles promettent facilement parce qu'elles ont besoin de plaire. Il vaut mieux être avare de promesses et respecter celles que l'on fait que de paraître généreux et disponible et finalement décevoir. Si nous ne remplissons pas nos promesses, nous perdons rapidement toute notre crédibilité. Clarifier les attentes. Demandez, s'il le faut, des précisions sur ce que l'on attend de vous et précisez ce que vous attendez des autres. Autrement, les communications se brouillent et la confiance se perd. La plupart des difficultés dans les relations familiales ou professionnelles naissent des attentes vaines. Nous créons des situations ambiguës en tenant pour acquis que certaines de nos attentes sont évidentes et que les autres les comprennent d'emblée. Clarifier ces attentes demande du courage, mais cela évite bien des conflits à la maison ou au travail. L'intégrité. L'intégrité constitue le versement de base dans un compte émotif. Être intègre, c'est être honnête intellectuellement et agir conformément à son discours. Une personne peut essayer d'être compréhensive, d'avoir des attentions délicates, de clarifier ses attentes, de tenir ses promesses et ne pas réussir, malgré tout, à inspirer la confiance parce que sa duplicité est évidente. La meilleure preuve d'intégrité, c'est la loyauté envers les absents. Supposons que tous les deux, vous et moi, discutions d'une tierce personne en son absence sans avoir le courage de lui dire par la suite ce que nous pensons d'elle. De prime abord, ce genre de critique peut sembler une marque de confiance envers la personne qui reçoit la confidence, mais elle ne fait que révéler la duplicité de celle qui la formule.
Si plus tard il arrive que nous ayons, vous et moi, un différend, vous savez pertinemment ce que je pourrais dire de vous en votre absence. Vous m'aurez déjà vu à l'œuvre. Parler des absents, c'est l'essence de la duplicité ou de l'hypocrisie, si vous préférez. L'intégrité dans un contexte d'interdépendance, c'est avoir les mêmes égards envers tout le monde. La franchise peut rebuter, et bien des gens fuient les confrontations par manque de courage et par peur de ne pas être aimés. À mon sens, il vaut mieux être digne de confiance que de vouloir être aimé à tout prix. Avec le temps, le respect se transforme en affection ou en amour. Apprendre à s'excuser. Apprendre à s'excuser fait aussi partie des investissements nécessaires dans un compte émotif. Beaucoup de gens considèrent les excuses comme un signe de faiblesse. Ils craignent que les autres n'abusent d'eux s'ils reconnaissent leurs propres erreurs. Ils les rationalisent pour se convaincre qu'elles appartiennent à tout le monde, sauf à eux. Reconnaître une erreur ou une indélicatesse exige une forte dose de caractère et de confiance en soi. C'est pourtant l'unique façon de convaincre les gens de la sincérité de nos regrets si on les a blessés. L'amour qui vivifie. Si l'on apprend à aimer inconditionnellement ceux qui nous sont chers, tout en respectant leur liberté, nous les aidons à grandir, à affirmer leur propre identité. Ils agissent alors selon leurs motifs, plutôt qu'en réaction à nos exigences ou aux limites que nous leur imposons. En somme, nous leur permettons de vivre. Il ne s'agit pas d'être faible ou permissif. Nous pouvons donner des conseils ou des encouragements, fixer les limites de notre disponibilité ou de notre tolérance dans des situations bien précises, mais sans cesser d'aimer. Faire régner l'harmonie nécessaire pour mener à bien une union, une famille ou une entreprise requiert de la force et du courage. Aucune compétence technique ou administrative ne remplacera jamais la noblesse de caractère dans les relations humaines. Et c'est dans les relations individuelles que s'exercent d'abord les lois fondamentales de l'amour et de la vie. Enfin, cette réflexion de Marilyn Ferguson nous situe bien dans l'esprit des 7 habitudes. Personne ne peut persuader quiconque de changer. Chacun de nous garde cette porte du changement qui ne peut être ouverte que de l'intérieur. L'on ne peut forcer la porte de l'autre, ni par des arguments, ni par le recours aux émotions. Cependant, si vous ouvrez votre porte pour comprendre et vivre les principes contenus dans les 7 habitudes, vous apprendrez à mieux vous connaître et à vous définir de l'intérieur plutôt qu'à partir de l'opinion d'autrui ou en comparaison avec lui. Habitude numéro 1. Définition de la proactivité, de la réactivité et du principe sous-jacent. Commençons avec l'habitude fondamentale. La première habitude, celle de la proactivité. L'habitude numéro 1, la proactivité, signifie que votre vie est le produit de vos valeurs, non de vos émotions. Votre vie est le produit de vos décisions, non de votre situation. Être proactif signifie que vous prenez l'initiative, que vous faites ce qui est nécessaire pour que le meilleur vous arrive, que vous êtes la force créatrice de votre propre vie. Pour utiliser la métaphore de l'ordinateur, la première attitude, c'est la conscience d'être le programmeur de votre propre vie. C'est l'émergence d'une conscience qui vous convainc que la meilleure façon de prédire votre futur, c'est de le créer vous-même. L'opposé de la proactivité, c'est la réactivité, qui signifie que votre vie dépend de vos émotions, de vos humeurs, de vos impulsions, de la façon dont les autres vous reçoivent ou se comportent avec vous. Vous êtes réactif quand vous passez votre colère sur vos collègues de travail et sur vos proches à la maison parce que vous êtes frustré. Vous vous sentez lésé. Vous avez le sentiment que les autres vous contrôlent, qu'ils vous épuisent et qu'il est justifié de vous dire essentiellement « Je suis ce que les autres ont fait de moi. Je suis tributaire de mon passé. Je suis ce qui m'arrive à longueur de journée. » Et vous n'assumez aucune responsabilité à l'égard de ces situations. La première habitude consiste à acquérir la conscience d'être une personne à part entière,
différente des circonstances extérieures. De cette façon, vous ne vous définissez pas par vos sentiments, vos humeurs, ni même par votre bagage génétique. Le principe sous-jacent à la proactivité, c'est la responsabilité. Être responsable signifie être apte à choisir ses réponses face aux aléas du quotidien et à l'adversité de l'existence. Et attention, il est beaucoup plus facile de dire « je ne suis pas responsable » que de dire « je suis irresponsable ». Ainsi définissons-nous le principe numéro 1, la proactivité, comme la capacité de subordonner ses impulsions, ses paroles, ses sentiments et sa situation à des valeurs basées sur des principes. Une expérience éloquente, celle de Viktor Frankl. La vie nous interpelle sans cesse dans la banalité du quotidien. Si nous sommes proactifs dans ces petites choses, nous développons graduellement des aptitudes exceptionnelles pour affronter les revers et les déceptions. Nous réalisons notre pouvoir de choisir notre attitude, notre réponse, dans des circonstances hors de notre contrôle. Le psychiatre autrichien Viktor Frankl, emprisonné dans les camps de la mort en Allemagne nazie, a subi des humiliations et des tortures indescriptibles. Il avait été élevé dans la tradition freudienne qui veut que vous soyez essentiellement le produit de votre enfance et impuissant contre cet état de fait. Lors de son internement dans ces camps, il observa les réactions autour de lui. Dans les mêmes circonstances, certaines personnes réagissaient comme des saints et d'autres comme des animaux. Il a lui-même vécu des situations atroces. Plusieurs des siens furent exterminés dans les fours crématoires. Il était convaincu d'être lui aussi voué au même sort, mais il fut épargné pour servir de cobaye. Un jour, on le plaça entièrement nu sous un puissant éclairage pour expérimenter sur sa personne d'ignobles techniques de stérilisation. C'est à ce moment qu'il a découvert ce que par la suite il appellera la dernière des libertés humaines, c'est-à-dire le pouvoir de choisir sa propre réponse dans n'importe quelle situation et ce, quoi qu'il advienne. Il a ainsi cultivé un sens de soi et un sens de la signification qui lui ont permis, lors des pires tortures, de s'imaginer à la suite de sa libération, donner un cours à ses étudiants et leur expliquer les expériences qu'il vivait à l'instant même. Dans son imagination, il leur racontait ce qu'elle lui avait appris sur lui-même à ce moment précis et par la suite. Il en est arrivé à formuler le postulat suivant. La valeur la plus précieuse de toutes, c'est celle de s'accorder le choix de son attitude dans n'importe quelle circonstance de la vie. En d'autres mots, entre ce qui nous advient, le stimulus, et notre réponse à ce stimulus, il existe un espace, une plage. C'est dans cet espace, dans cette plage, que réside la liberté et le pouvoir de choisir notre réponse. Ces choix abriteront aussi notre maturité et notre bonheur futur. Viktor Frankl, en prenant conscience de son identité, de ce qu'il était fondamentalement, a découvert la force de sa volonté et son indépendance d'esprit. Il a cessé de se demander pourquoi ces choses lui arrivaient à lui, pour se questionner sur ce qu'elles exigeaient de lui. Il n'a pas recouvré sa liberté physique conditionnée par l'environnement extérieur, mais son indépendance d'esprit. Ce pouvoir intrinsèque d'un individu de faire des choix est devenu en un sens plus grand que celui de ses ravisseurs nazis. Nous contrôlons notre indépendance d'esprit, mais dans le court terme, nous ne disposons pas toujours de la liberté d'agir. Toutefois, dans la plupart des situations, plus nous contrôlons cette indépendance d'esprit, plus nous élargissons et approfondissons notre liberté de vie. Nous réussissons éventuellement à créer dans notre tête un monde dont nous fixons les paramètres. Frankl a examiné plusieurs hypothèses qui ont permis à des gens de survivre aux horreurs des camps nazis. L'intelligence, la santé, la structure familiale. Il les a rejetées l'une après l'autre. Certes, ces facteurs ont pu aider initialement les prisonniers, mais ils se sont avérés insuffisants à long terme. Ce qui les a réellement soutenus, c'est une vision du futur, du travail à faire, d'un témoignage à apporter. Ceci devrait nous convaincre de ne jamais laisser les situations hors de notre portée interférer avec celles que nous maîtrisons. C'est entre le stimulus et la réponse
que se situe la liberté de choisir, et c'est bien là notre plus grand pouvoir, la proactivité. Définition du cercle d'influence. On peut illustrer le concept de proactivité de la façon suivante. Imaginez deux cercles concentriques. Le plus grand, que nous appellerons le cercle de nos préoccupations, et le plus petit, le cercle de l'influence. Ce dernier englobe les gens, les événements ou les situations sur lesquelles nous avons de l'influence. Notre famille, notre santé, notre travail. Le premier, le cercle extérieur, contient les éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise, les conditions atmosphériques par exemple. Les personnes proactives concentrent leurs énergies vers le cercle intérieur, qui peu à peu s'agrandit, tandis que les gens réactifs dirigent davantage leurs efforts vers le cercle extérieur et tentent de changer des situations plutôt que de jouer de leur influence dans leur sphère propre. Le cercle d'influence, l'exemple de Ben. Permettez-moi de partager avec vous ce que je considère comme l'exemple de la proactivité le plus probant qu'il m'ait été donné d'observer. J'ai occupé 4 ans durant la fonction de vice-président pour une entreprise dont le président, un homme intelligent, dynamique et visionnaire, était aussi extrêmement contrôlant et quelque peu tyrannique. Il traitait tous les gens autour de lui comme de simples exécutants sans intelligence et incapables de réfléchir, donnant constamment ses ordres sans jamais écouter personne. Il va sans dire que ses employés ressentaient vivement cette attitude et la dénonçaient chacun à leur tour, rivalisant quotidiennement d'anecdotes peu flatteuses à son sujet. Si ce genre d'histoire divertit à l'occasion, il serait faux de croire qu'une telle attitude cimente les liens d'une équipe. Au contraire, elle agit plutôt comme un mortier de qualité douteuse qui, à plus ou moins long terme, sape les bases de l'édifice. On ne construit ni une équipe ni des amitiés sur le dos d'une tierce personne. Peu importe ce que, honnêtement, on est en droit de lui reprocher. C'est ce qu'avait parfaitement compris Ben, l'un des responsables de service. Ben ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur de la part du président, mais il était proactif, et les tares de son patron n'influençaient pas sa vie personnelle. Comme tous les autres, il était conscient de ses failles, mais il les gardait dans le cercle des préoccupations, donc à l'extérieur de son cercle d'influence. En misant sur ses propres talents et ceux de son équipe, il réussit à agrandir progressivement ce cercle, de façon telle que celui du président s'en est trouvé rétréci. Ben fit preuve d'initiative et prit des responsabilités qui, au départ, ne lui étaient pas attribuées. Il anticipa ainsi les attentes du président. Par exemple, lorsque pour préparer une réunion, on lui demandait des données sur un sujet précis, il ne se contentait pas d'apporter ces données, il les analysait et les présentait au président sous forme de dossier. Le président remarqua bientôt la qualité du travail de Ben et manifesta sa satisfaction de pouvoir compter sur une personne pleine d'initiative et de surcroît efficace. L'influence de Ben se fit rapidement sentir. À la rencontre suivante, le président continua de donner ses ordres à chacun selon son habitude, mais lorsqu'arriva le tour de Ben, il lui demanda plutôt son avis. Évidemment, on peut imaginer les commentaires qui circulèrent parmi les autres employés ce jour-là. Le président fut cette fois accusé de favoritisme, voire de népotisme. Cette attitude est prévisible chez des gens rétroactifs, et Ben dut composer avec eux, de la même manière qu'il l'avait fait avec le président. Toutefois, 4 ans plus tard, Ben fut nommé vice-président de l'entreprise. Son cercle d'influence s'élargit de telle sorte que le président ne prit plus aucune décision sans obtenir préalablement son approbation. Le cercle des influences est un magnifique petit outil de motivation. Utilisez-le régulièrement pour concentrer vos énergies et utilisez vos talents dans les sphères d'activité où vous pouvez changer le cours des choses. Il vous apprend à tirer le meilleur parti de toutes les situations plutôt que de vous poser en victime. Habitude numéro 2. Gardez en tête le résultat souhaité. Nous continuons avec la métaphore de l'ordinateur.
La première habitude, vous apprenez à devenir le programmeur de votre vie. La seconde vous incite à écrire votre propre programme plutôt que d'en utiliser un qui ne corresponde pas exactement à vos besoins ni à vos valeurs. En un sens, l'habitude numéro 1, c'est celle d'une vision personnelle grâce à laquelle vous appréhendez votre pouvoir intérieur de choisir vos réponses et vos attitudes face aux aléas de l'existence. Cet exercice suppose cependant un choix de valeurs personnelles que vous assumez, et c'est l'habitude numéro 2, celle du leadership personnel qui vous oblige à prendre en main votre destinée dans votre vie personnelle aussi bien que dans votre vie professionnelle. Vous devez alors décider des valeurs que vous privilégiez. C'est une création mentale qui définit votre but, votre mission dans l'existence. Ainsi, cette seconde habitude, qui vous entraîne à garder en tête le résultat final de votre démarche, vous amène à vous questionner sur le sens de votre vie, sur votre identité. Elle vous permet de refuser le programme que d'autres auraient conçu pour vous, mais elle vous interdit en même temps de les blâmer pour ce qui vous arrive. La vie est toujours une double création. Un phénomène intéressant à propos de la vie, c'est qu'il s'agit toujours d'une double création. La première création est celle de l'esprit et de la conscience, et la seconde, une création matérielle. La maison, le bureau ou la voiture où vous êtes présentement a été créé mentalement dans les moindres détails, et le plan réduit à une épreuve sur papier avant d'être créé physiquement. La règle du menuisier est la suivante. Mesure 2 fois pour ne couper qu'une seule fois. Vous devez vous aussi vous assurer que votre première création, votre épreuve, correspond à ce que vous avez souhaité qu'elle soit. Cela suppose donc que vous avez pensé à tous les détails de sa réalisation. En somme, vous aviez déjà en tête le produit fini lors de sa conception. Ce principe s'applique partout. Pouvez-vous imaginer assembler un puzzle sans connaître le motif qu'il représente? Ainsi, vous commencez chaque projet, chaque journée, chaque exercice physique en ayant en tête son résultat. Ceci s'applique aussi bien à la vie professionnelle qu'à la vie personnelle. C'est la base des familles et des organisations. C'est aussi un principe fondamental à partir duquel découlent toutes les autres décisions. Vous décidez des choses essentielles dans votre vie et cela vous sert de guide. Vous évitez alors de grimper à l'échelle appuyée sur le mauvais mur. Définissez votre mission personnelle. La deuxième habitude vous incite à définir votre mission personnelle, ou, si vous préférez, votre philosophie. Centrée sur ce que vous voulez être et sur ce que vous voulez faire, elle est basée sur 2 éléments essentiels, une vision et des principes. Chaque individu est unique et votre mission personnelle reflète cette unicité dans sa forme et dans son contenu. La mission personnelle est en somme l'essence de la proactivité. Une vision diffère des principes ou des valeurs. La vision requiert une conscience de soi aiguë, une imagination féconde, une immense ouverture d'esprit et une forte dose d'humilité. C'est un travail en perspective qui, selon l'expression de La Fontaine, exige patience et longueur de temps. Donnez-vous plusieurs semaines et même des mois pour le réaliser adéquatement. Commencez par découvrir quels sont les dons qui font de vous une personne unique. Écoutez ceux qui sont capables de détecter votre potentiel et apprenez à intégrer la perception qu'ils ont de vous. Étudiez la vie des personnes qui vous inspirent et vous cernerez mieux les valeurs ou les principes sur lesquels vous voulez bâtir votre philosophie. Quelles contributions souhaitez-vous apporter autour de vous et quelles sont celles que vous êtes capable de soutenir? Viktor Frankl disait « J'ai appris que l'on n'invente pas sa mission, mais qu'on la découvre, qu'on la repère là où elle se trouve en décelant les dons et les qualités qui nous sont propres. » Enfin, une mission bien établie ou, si vous préférez, une bonne philosophie
se reconnaît à 4 caractéristiques bien spécifiques. 1. Elle est d'abord basée sur des valeurs intemporelles, autrement dit, des valeurs qui ne changent pas avec le temps. Les buts changent parce qu'ils reflètent la réalité qui elle aussi change. De plus, une fois nos premiers buts atteints, on en poursuit d'autres. Mais les valeurs, elles, constituent une sorte de noyau permanent à l'intérieur de soi qui nous permet de négocier les mutations du monde extérieur. Il faut mettre sur papier la liste de ces valeurs comme une sorte de testament envers soi. Les écrire comme si elles ne devaient jamais changer. C'est ainsi que l'on réalisera qu'elles se raffermissent, s'approfondissent et attestent mieux notre mission. 2. En second lieu, une mission doit tenir compte de la fin et des moyens d'y parvenir. Ces 2 aspects sont indissociables si l'on veut agir de façon réaliste. On peut bien rêver d'un projet utopique si l'on ne tient pas compte des sacrifices qu'il suppose. De la même façon, l'on peut perdre courage devant les difficultés du parcours si l'on ignore ou l'on oublie le but à atteindre. 3. Une mission doit être établie en prenant en considération les 4 besoins fondamentaux de l'individu. Le besoin de vivre, celui d'aimer, celui d'apprendre et celui de laisser un héritage. C'est à partir de ces besoins que l'on peut définir des valeurs qui nous sont propres. Le besoin de vivre dépasse la simple survie. Il implique le bien-être, le confort, le nôtre et celui de nos proches. Le besoin d'aimer suppose aussi celui d'être accepté, d'être aimé. Le besoin d'appartenance à une communauté, à un groupe social. Le besoin d'apprendre, c'est aussi celui de développer et de faire croître ses talents afin qu'ils soient reconnus et utilisés. Enfin, le besoin de laisser un héritage, c'est aussi le besoin de laisser des traces, de savoir que ce que l'on a accompli est important pour ceux qui nous survivront. 4. La 4e caractéristique d'une mission bien établie, c'est qu'elle nous permet de jouer tous les rôles que nous avons choisis ou qui nous sont assignés comme conjoints, parents, professionnels ou amis. Si chacun de ces rôles est bien intégré et les buts à atteindre bien définis, plutôt que d'entraver notre liberté, ces responsabilités créent un équilibre de notre existence et nous évitent de négliger l'essentiel. Cherchez l'équilibre entre les 2 hémisphères du cerveau. Depuis plusieurs décennies déjà, les scientifiques ont découvert que chacun des 2 hémisphères du cerveau, le gauche et le droit, commandait différentes approches de la réalité chez les individus. En simplifiant à l'extrême, l'on peut dire que le cerveau gauche est celui de la logique, du raisonnement et de la parole. Il s'inscrit dans la limite du temps. Le cerveau droit est celui de l'intuition, de la création et des images. Il ne se soucie pas du temps. Le cerveau gauche analyse et réfléchit de manière séquentielle, tandis que le cerveau droit saisit l'ensemble des informations et en fait la synthèse. Bien que nous utilisions les 2 parties de notre cerveau, chaque individu exprime une tendance logique ou intuitive plus marquée selon sa personnalité. Cependant, nous vivons généralement dans un monde rationnel et la majorité d'entre nous éprouveront davantage de difficultés à exploiter toutes les capacités de notre cerveau droit. C'est pourtant cette partie du cerveau qui nous habilite le mieux à transcender le temps et les circonstances présentes pour visualiser l'image de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons accomplir dans la vie. Les rôles que nous avons choisis ou qui nous sont confiés sont tous aussi importants les uns que les autres et les problèmes surgissent quand nous perdons le sens des proportions et négligeons les uns au profit des autres. L'imagination et la conscience nous permettent de maintenir cet équilibre et de garder en tête les objectifs à atteindre. Habitude numéro 3. Accorder la priorité aux choses les plus importantes. La 3e habitude, c'est la seconde création dont on parlait dans la 2e habitude. C'est l'accomplissement, la réalisation matérielle de la 1re et de la 2e habitude. Elle suppose l'intégration de notre programme de vie et nous oblige à nous dégager de nos impulsions pour agir en fonction de nos valeurs.
C'est le test de notre maturité et de notre intégrité envers nous-mêmes. Si nous revenons à la métaphore de l'ordinateur, la première habitude nous habilitait à créer un programme, la seconde à le rédiger. La troisième nous donne les moyens de l'exécuter et de l'expérimenter. On comprend ainsi que la troisième habitude nécessite la pratique des deux premières. On ne peut établir des priorités si les valeurs et les besoins n'ont pas été préalablement définis. La troisième habitude traite des relations humaines plutôt que des horaires. Parce que, bien entendu, les individus importent davantage que les horaires. Les horaires, le contrôle et la rapidité sont les expressions de l'évaluation du temps selon le paradigme traditionnel. La montre symbolise ce paradigme. Or, il ne s'agit plus d'organiser son temps, mais de s'organiser avec le temps. Dans le livret inclus avec votre cassette, vous trouverez au chapitre de la troisième habitude un tableau divisé en 4 parties. Nous appellerons ce tableau le diagramme de l'organisation du temps. Les mots à retenir sont importance et urgence. Nous déterminons l'importance des situations à partir de nos principes et de nos valeurs, des buts que nous nous sommes assignés en établissant notre mission. Dans ce diagramme, donc, le terme « importance » part de nos choix intrinsèques. L'urgence, elle, provient de notre environnement. C'est la pression des autres, de ce qui nous sollicite instamment. Il arrive néanmoins que ce ne soit pas très important. L'urgence est généralement évidente. Nous y réagissons. Dans les situations importantes, par contre, nous agissons. Les situations importantes réclament plus d'initiative et de proactivité. Elles nous obligent à saisir les occasions qui s'offrent à nous pour obtenir des résultats. Si nous n'avons pas assimilé parfaitement le principe numéro 2, en définissant clairement nos buts, il est facile de négliger les choses importantes en se laissant distraire par les urgences. Examinons de nouveau le diagramme. Le cadran 1 regroupe à la fois ce qui est urgent et important. Ces activités sont généralement appelées problèmes ou crises et nécessitent une attention immédiate. Le cadran 2 regroupe les choses importantes, mais non urgentes. Il tient compte des relations interpersonnelles, de la planification à long terme ainsi que de la préparation. Bref, de toutes ces préoccupations qui caractérisent les gens efficaces, les individus proactifs. Le cadran 3 contient les demandes des autres exprimées comme des urgences. Il faut éviter de les classer dans la catégorie des choses importantes et apprendre plus souvent qu'autrement à leur dire non. Enfin, le cadran 4, qui regroupe les choses ni urgentes ni importantes, ne devrait pas nous distraire très longtemps dans une journée. Il est utile de classer nos activités de la sorte pour regarder plus attentivement toutes les sollicitations dont nous sommes continuellement l'objet. Chacun de nous possède un cadran 1. Cependant, si l'on y accorde trop d'attention, il s'agrandit démesurément et finit par nous dominer. D'autre part, il faut apprendre à dire plus souvent non que oui aux sollicitations formulées dans les cadrans 3 et 4, parce qu'elles ont davantage trait aux préoccupations des autres qu'aux nôtres. Il faut donc orienter nos efforts vers le cadran 2 afin de réaliser les choses importantes et urgentes. C'est le seul qui nous aide vraiment à établir nos priorités parce qu'il privilégie les relations humaines, la prévention, la planification, la découverte de nouvelles possibilités et les loisirs. Il nous permet d'accroître notre potentiel productif et, par conséquent, notre productivité, tout en maintenant un équilibre entre les deux pour éviter de faire de nous des forçats du travail. C'est en effet le cadran 2 qui vous permet de donner la priorité aux choses importantes. Il nécessite une organisation de votre agenda ou d'un outil de planification basé sur les 6 critères suivants. Premier critère. La cohérence. Elle suggère l'harmonie, l'unité et l'intégrité entre votre vision et votre mission, vos rôles et vos buts, vos priorités et vos plans, vos désirs
et votre discipline. Deuxième critère. L'équilibre. Votre agenda ou l'outil de planification que vous utilisez doit vous permettre de visualiser facilement vos différents rôles, de sorte que rien ni personne ne soit négligé. Conjoint, enfant, activité professionnelle, santé ou développement personnel. Troisième critère. La concentration sur les activités du cadran 2 qui préconise la prévention. Il ne s'agit pas alors de donner la priorité à votre plan, mais plutôt de planifier vos priorités. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'organiser un agenda hebdomadaire. Une planification quotidienne ne vous permet souvent que d'éteindre des feux ou de gérer des crises, tandis qu'une planification mensuelle ne vous laisse pas suffisamment de souplesse pour parer aux imprévus. Quatrième critère. La dimension humaine. Il arrive que votre horaire doive tenir compte des gens plutôt que de votre planification. Votre outil doit faciliter l'exécution de cette tâche et non vous culpabiliser de ne pas avoir suivi votre horaire à la lettre. Cinquième critère. La flexibilité. Votre outil est votre serviteur et non votre maître. Sixième critère. La commodité de l'outil. Peu importe le type d'agenda que vous utilisez, il doit être facile à transporter en voiture, en train, en autobus ou en avion. Votre planification hebdomadaire doit demeurer à portée de la main. Voici maintenant les 4 étapes clés pour organiser efficacement votre semaine. Premièrement, vous définissez vos rôles. Individu, parent, conjoint, administrateur ou autre. Ensuite, vous pensez à 1 ou 2 buts à atteindre pour remplir chacun de ces rôles dans la semaine à venir. Lors d'une 3e étape, vous planifiez un horaire hebdomadaire en inscrivant bien visiblement vos rôles et vos buts pour cette période de temps. Finalement, chaque matin après avoir consulté votre agenda, vous l'adapterez s'il le faut à la réalité du jour tout en maintenant vos priorités. Vous trouverez un modèle de planification dans le livret qui accompagne cet enregistrement. Vous pourrez l'adapter à vos besoins. Rappelez-vous toutefois que la clé du succès, c'est d'apprendre à différencier les choses importantes des urgences et donner priorité aux premières. Habitude numéro 4. La réciprocité des gains ou le principe du gagnant-gagnant. Le principe du gagnant-gagnant propose de considérer le monde non pas comme un espace restreint à l'intérieur duquel chacun doit se méfier de l'autre pour conserver sa place, mais comme un lieu d'abondance où les forces des uns sont bénéfiques pour les autres. Ce n'est pas une technique, c'est une philosophie, un état d'esprit, une disposition du cœur qui recherche la réciprocité dans toutes les interactions humaines. Cette habitude vous apprend à entrevoir la vie comme une sorte de coopération et non comme une arène de compétition. Le succès des uns ne s'obtient ni aux dépens ni à l'exclusion du succès des autres. Le principe du gagnant-gagnant, c'est une 3e option. Non pas ma façon de penser ou la vôtre, mais une autre, plus efficace. Ce principe suppose aussi le tout ou rien. Il refuse les compromis. Il signifie que les 2 parties s'entendent pour exprimer courtoisement leur désaccord. Lorsque vous gardez en tête cette option, vous vous sentez libéré puisque vous n'avez pas besoin de manipuler les gens, d'être opportuniste ou d'imposer à tout prix votre point de vue. Vous pouvez alors vous permettre d'être ouvert et d'essayer de comprendre plus en profondeur les enjeux sous-jacents aux différentes prises de position. Il est cependant plus réaliste de poser le principe du gagnant-gagnant sans compromis dès le début d'une entreprise ou d'une relation. En négligeant cette option du tout ou rien, nombre d'entreprises familiales et d'autres fondées sur des relations amicales se détériorent rapidement et leurs dirigeants doivent par la suite abandonner la direction de l'entreprise à des professionnels de la gestion. Il arrive aussi que cette option ne soit plus viable à long terme dans ce genre d'entreprise, parce que les partenaires, pour préserver les liens d'amitié, s'accommodent de multiples compromis. Il s'ensuit alors de sérieuses difficultés pour les individus et pour l'entreprise.
Il vaut mieux dans ce cas ne pas tenir compte de cette option et appliquer une entente de type achat-vente, de sorte que l'entreprise puisse continuer de prospérer sans que se rompent les liens d'amitié préalablement noués. Il va sans dire que l'option du tout ou rien ne s'applique pas aux relations familiales ni aux relations intimes, où, la plupart du temps, la solution du compromis négocié s'avère souhaitable, voire obligée. L'habitude numéro 4 nécessite du courage et de la considération pour les autres, surtout lorsque l'on intervient avec des individus inscrits dans un schéma gagnant-perdant. Elle exige donc du caractère, la capacité de créer des liens et de conclure des accords avec les individus. Les 3 traits de caractère essentiels sont l'intégrité, la maturité et la générosité. Les 3 premières habitudes nous aident à développer ces traits de caractère. De fait, elles nous apprennent à faire des choix signifiants et à respecter les engagements qui en découlent. Si nous sommes incapables de respecter nos engagements envers nous-mêmes et envers les autres, nous ne sommes plus crédibles pour personne. L'intégrité, c'est la pierre angulaire du principe du gagnant-gagnant, qui autrement ne serait qu'une technique frivole et inefficace. La maturité. Le professeur Saxenian, de la Harvard Business School, définit la maturité comme la capacité d'exprimer ses sentiments et ses convictions en tenant compte des opinions et des sentiments des autres. Nombre d'individus pensent de façon dichotomique. Si vous êtes aimable, vous êtes mou. Mais l'on peut être à la fois aimable et intraitable dans les circonstances qui réclament du courage. L'empathie ne s'oppose pas à la fermeté de caractère. La maturité implique de la considération et du courage. La générosité. Elle s'entend ici comme une mentalité d'abondance qui nous permet d'entrevoir d'immenses possibilités pour tout le monde, de sorte que nous ne nous sentons ni dépossédés ni lésés de ce que les autres obtiennent. Ainsi, les acquis ou les gains des autres non seulement ne nous menacent pas, mais au contraire, nous aident dans un partenariat. On ne craint plus l'entourage de gens compétents et efficaces, on le recherche. La capacité de nouer des liens. La capacité de nouer des liens semble moins exigeante lorsque nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes points de vue et les mêmes affinités. Les relations avec ces personnes nécessitent davantage d'écoute attentive et de temps. Vous ne devez pas, dans ce cas, être réactif, mais plutôt rassembler tout ce que vous possédez de caractère pour être proactif. Il vous faut persuader l'autre de votre sincérité et de votre réelle volonté d'obtenir un accord également avantageux pour les 2 parties. C'est votre sincérité, votre maturité et votre générosité qui le convaincront. La capacité de conclure des accords. La capacité de conclure des accords à partir des liens que nous avons tissés constitue un moyen efficace de combler les attentes entre individus engagés dans n'importe quel processus d'interdépendance. Dans les accords établis selon le principe du gagnant-gagnant, il est nécessaire de préciser. Premièrement, les résultats désirés en déterminant ce qui doit être fait et à quel moment cela doit être fait. Deuxièmement, les directives en spécifiant les paramètres à l'intérieur desquels les résultats doivent être obtenus. Troisièmement, les ressources en désignant le soutien humain, financier, technique ou d'organisation disponible pour obtenir les résultats souhaités. Quatrièmement, la responsabilité de chacun en fixant les standards de performance et le moment de l'évaluation. Cinquièmement, les conséquences résultant de cette évaluation qui seront heureuses ou fâcheuses, naturelles et logiques. Le principe du gagnant-gagnant ne peut être adopté que dans une organisation qui y adhère entièrement. Si vous prônez ce principe en encourageant la compétition, c'est peine perdue. Pour bénéficier de tous ces avantages, il est essentiel de ne pas confondre les problèmes avec les individus. Il faut par la suite se concentrer sur leurs intérêts plutôt que sur leur position et inventer des moyens de favoriser les gains mutuels à partir de critères objectifs acceptables pour les 2 parties. Les habitudes 5 et 6 traitent directement de 2 éléments de ce processus.
Habitude numéro 5. La communication empathique. L'empathie suppose, en tout premier lieu, une écoute attentive, une écoute qui tente de comprendre le cadre de référence à partir duquel l'autre s'exprime. Il s'agit en quelque sorte de pénétrer dans l'univers de notre interlocuteur pour voir le monde à travers ses yeux à lui, pour comprendre ses paradigmes et sa façon de ressentir ce qu'il reçoit de l'extérieur. Il ne faut pas confondre l'empathie avec la sympathie. La sympathie est une sorte d'accord, de jugement favorable qui conforte le point de vue ou le sentiment de l'autre. Les gens se nourrissent souvent de sympathie, ce qui les rend dépendants. L'écoute empathique diffère de la sympathie. Elle ne nécessite pas, a priori, un accord avec le locuteur, mais plutôt une profonde compréhension émotive et intellectuelle de ce qu'il dit exactement. L'écoute empathique ne consiste pas seulement à écouter les paroles, à les enregistrer et à les refléter. Les experts estiment en effet que les mots ne représentent que 10% de notre communication, alors que le corps en exprime 60%, et les sons 30%. Vous devez donc écouter avec vos yeux et avec votre cœur rivé à vos oreilles. Vous écoutez des sentiments, vous observez des comportements et vous cherchez des sens. Vous utilisez votre cerveau gauche aussi bien que votre cerveau droit. Vous sentez, vous ressentez et vous percevez intuitivement. L'écoute empathique est un outil puissant puisqu'elle vous donne des données précises avec lesquelles travailler. Au lieu de projeter votre propre autobiographie et de tenir pour acquis les pensées, les sentiments, les motifs et les interprétations de la personne devant vous, vous traitez avec la réalité qui existe dans sa tête et dans son cœur. Vous écoutez pour comprendre. Vous vous concentrez pour recevoir la communication des profondeurs d'une autre âme. Nous avons tendance, pour la plupart, à ne prendre en considération que notre expérience individuelle lorsque nous écoutons. C'est ainsi que notre évaluation se traduit par un accord ou un désaccord. Nous insinuons en questionnant selon nos propres schémas de référence. Nous conseillons sur l'unique base de notre expérience ou, pire, nous interprétons les motifs et les comportements d'autrui en nous fondant uniquement sur les nôtres. Quand vous écoutez avec empathie une autre personne, vous lui donnez un espace psychologique, autrement dit, de l'air. Une fois ce besoin vital satisfait chez l'autre, il devient disponible et vous pouvez alors concentrer vos énergies sur la décision à influencer ou le problème à résoudre. Cet espace psychologique cimente la communication dans toutes les sphères de l'existence. Il ne s'agit pas de manipulation, puisque dès le début de la rencontre, les deux parties connaissent les enjeux de la discussion. Diagnostiquer avant de prescrire, c'est la marque des professionnels. Vous ne feriez pas confiance à un médecin qui vous prescrirait des médicaments si vous n'aviez pas foi en son diagnostic. Il en va de même dans toutes les sphères des relations humaines. En écoutant attentivement les autres, vous découvrirez une gamme de différences phénoménales dans les perceptions. Vous apprécierez bientôt la répercussion de cette richesse, surtout dans les relations d'interdépendance, familiales ou professionnelles. Vous tentez d'abord de comprendre pour ensuite, bien sûr, être compris. Et c'est le deuxième aspect de la 5e habitude, aussi essentiel que le premier pour adhérer au principe du gagnant-gagnant. Nous avons vu précédemment que la maturité est un équilibre entre le courage et la considération. Comprendre les autres nécessite de la considération et vouloir à son tour être entendu nécessite du courage. Le principe du gagnant-gagnant exige une forte dose des deux éléments. Il est impératif, dans des situations d'interdépendance, d'être soi-même entendu et compris. Les Grecs anciens avaient une magnifique philosophie contenue dans 3 mots ordonnés séquentiellement. L'éthos, le pathos et le logos. L'éthos étant la crédibilité que les gens accordent à votre intégrité et à votre compétence, la confiance que vous inspirez. Le pathos, votre capacité de communiquer sur une même longueur d'onde avec une autre personne. Et le logos, la logique,
l'aspect rationnel de votre personnalité. Notez bien la séquence ethos, pathos, logos. Votre caractère, vos relations et votre rationalité. La plupart des gens s'efforcent de convaincre à partir de la logique sans considérer l'ethos et le pathos. L'habitude numéro 5 est très efficace car elle se situe au cœur de votre cercle d'influence. Vous pouvez en effet décider sans contraintes extérieures d'accorder une écoute attentive aux gens. Cette attitude vous rendra influençable, mais elle vous permettra aussi d'influencer les autres. Vous les apprécierez et les respecterez aussi davantage et ils seront alors convaincus que vous méritez leur confiance. Soyez patient. Les gens ne doivent pas être obligés de s'épancher verbalement pour que vous leur manifestiez votre empathie. Leur comportement devrait vous suffire pour discerner ce qu'ils ne peuvent pas toujours exprimer avec des mots. Si vous êtes véritablement proactif, vous prévenez les situations. Il n'est pas nécessaire d'attendre que votre enfant éprouve des difficultés à l'école ou que l'étape des négociations arrive à échéance dans votre entreprise pour évaluer la situation. Passez du temps avec chacun de vos enfants individuellement. Écoutez-les, comprenez-les. Observez à travers leurs yeux, à la maison et à l'école, les défis et les problèmes qu'ils doivent affronter. Sortez régulièrement avec votre compagnon ou votre compagne et choisissez des activités qui vous plaisent à tous les deux. Accordez-vous une écoute réciproque. Appréhendez la vie à travers les yeux de l'autre. Au travail, évitez de privilégier l'aspect technique et financier au détriment de l'aspect humain. Vous épargnerez du temps, de l'énergie et de l'argent si vous misez sur le potentiel humain à tous les paliers de votre entreprise. Quand vous écoutez, vous apprenez et vous donnez aux gens qui travaillent avec vous un espace psychologique et vous inspirez une loyauté qui dépasse les limites de l'horaire quotidien. Cherchez d'abord à comprendre avant que les problèmes surgissent, avant d'évaluer et de prescrire. C'est une habitude éprouvée dans les relations d'interdépendance productive. Habitude numéro 6. La synergie. Bien comprise, la synergie est la plus importante de toutes les activités, le véritable test et l'expression de toutes les autres habitudes réunies. Elle déclenche, catalyse et unifie les pouvoirs supérieurs des individus. Toutes les habitudes précédentes nous ont préparés au miracle de la synergie. Mais qu'est-ce alors que la synergie ? Définie simplement, l'on pourrait dire que son entité est plus grande que la somme de ses parties. C'est pour reprendre la définition du dictionnaire, l'action coordonnée de plusieurs facteurs. Cette coordination démultiplie l'impact de chacun des facteurs, comme si 1 plus 1 égalait 3 plutôt que 2. La synergie est présente partout dans la nature. Si vous semez deux plants l'un près de l'autre, les racines s'entremêlent et améliorent la qualité du sol, de sorte que les deux plants croissent mieux que s'ils poussaient séparément. Si vous assemblez deux pièces de bois, elles supporteront un poids supérieur à la somme du poids soutenu par chacune des parties. Enfin, la reproduction de l'espèce humaine en particulier est le processus synergique par excellence. Le défi, c'est d'appliquer dans nos interactions sociales les principes de coopération créative que nous enseigne la nature. La vie familiale nous fournit de nombreuses occasions de l'observer et de la mettre en pratique. Le principe essentiel de la synergie, c'est de valoriser les différences, de les respecter et d'utiliser les forces pour compenser les faiblesses. Par exemple, nous valorisons les différences physiques entre les hommes et les femmes, mais qu'en est-il des différences émotives et autres ? Ne pourraient-elles pas, elles aussi, être source de découvertes, d'inspiration pour une vie de couple plus stimulante ? Le processus de créativité qu'elle enclenche est l'aspect insécurisant et parfois terrifiant de la synergie. On ne sait pas où il nous entraîne. On ignore les dangers et les défis qui nous attendent. Hors de tout doute, il faut quitter la zone douillette du camp de base pour affronter l'inconnu. On devient pionnier.
On ouvre des pistes, des territoires, des continents que d'autres parcourront. Lorsque vous établissez une communication synergique, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à de nouvelles possibilités, à de nouveaux choix et à de nouvelles options. Cette aventure nécessite cependant une grande confiance en soi, parce qu'elle oblige à apprivoiser les différences et à accepter que les autres voient le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'ils le voient. Une personne véritablement efficace a l'humilité et la courtoisie de reconnaître les limites de ses propres perceptions et apprécie la richesse engendrée par l'interaction des cœurs et des esprits des autres. Cette personne prise les différences parce que ces différences ajoutent à sa connaissance et à sa compréhension de la réalité. Confinés à nos seules expériences, nous souffrons constamment d'un manque de données. Est-ce logique que deux individus diffèrent d'opinion et aient en même temps toutes les deux raison? Ce n'est pas logique, c'est psychologique et bien réel. À moins d'apprécier ces différences de perception et de croire en une tierce option, nous ne transcenderons jamais les limites d'une pensée dichotomique qui nous renvoie au principe du gagnant-perdant. L'analyse des forces. Dans une situation d'interdépendance, la synergie est particulièrement efficace pour traiter avec les forces négatives qui s'opposent à la croissance et au changement. Le sociologue Kurt Lewin a produit un modèle d'analyse des forces dans lequel il définit tous les niveaux de performance ou d'existence comme un état d'équilibre entre les forces motrices qui propulsent un mouvement ascendant et les forces coercitives qui le freinent. Les forces motrices sont généralement positives, raisonnables, logiques, économiques et sensibles, tandis que les forces coercitives sont souvent négatives, illogiques, émotives, sociales et psychologiques. Ces deux types de forces sont authentiques et l'on doit en tenir compte pour aborder le changement. Dans une famille, par exemple, il existe un certain type de climat, un certain niveau d'interaction positive et négative. Un sentiment de sécurité ou d'insécurité pour exprimer ses sentiments ou pour parler de soi. Une attitude de respect ou de désinvolture dans la communication entre les membres de la famille. Vous souhaitez vivement changer la situation. Vous voulez établir un climat de confiance, de respect et d'ouverture dans lequel chacun se sentira en confiance. Vos raisons logiques pour opérer ce changement sont des forces motrices qui visent à améliorer la situation. Mais elles ne suffisent pas. Des forces coercitives s'opposeront bientôt à vos tentatives de changement. Que ce soit la compétition entre les enfants, différents schémas que votre conjoint et vous-même avez instaurés dans la relation, des habitudes familiales, le travail ou d'autres contingences qui absorbent du temps et des énergies. Les forces motrices peuvent prévaloir et apporter les résultats escomptés pour un certain temps. Toutefois, tant que les forces coercitives seront présentes, cela deviendra de plus en plus ardu. Un peu comme un ressort que l'on presse. Plus on le pousse, plus c'est difficile et soudain, il se déplie et l'on se retrouve à la case départ. Cet effet yo-yo, avec ses résultats en dents de scie, vous décourageront après quelques tentatives, et vous finirez par conclure que les gens sont ainsi et qu'il est inutile d'essayer de les faire changer. Si par contre, vous exploitez la synergie, vous exploitez le stimulant de l'habitude numéro 4, la technique de l'habitude numéro 5 et l'interaction de l'habitude numéro 6 pour travailler directement sur les forces coercitives. Vous créez une atmosphère dans laquelle il est sécurisant d'aborder ce sujet. Vous dégagez ces forces, vous les libérez et vous développez de nouvelles prises de conscience qui transforment ces forces coercitives en forces motrices. Vous placez les individus concernés au cœur du problème. Ils réalisent leur part de responsabilité et souhaitent faire partie de la solution. Il en résulte des objectifs nouveaux, partagés par l'ensemble du groupe, et c'est toute l'entreprise qui progresse, souvent dans des directions qui n'avaient pas été prévues. L'enthousiasme suscité par ce mouvement engendre une nouvelle culture au sein du groupe, qu'il s'agisse de la famille ou d'une entreprise professionnelle.
Les individus concernés sont stimulés par la nouveauté, par les façons de penser originales et par les occasions insoupçonnées. Toute la nature est synergique. Le mot écologie décrit essentiellement la synergie présente dans la nature où tout est interrelié. Les relations qui existent entre les divers éléments de la nature sont les mêmes que celles que l'on retrouve au sein des familles et des organisations. Plus l'engagement est authentique, plus le concours de chacun pour analyser et régler les problèmes est franc, plus la créativité de chacun est libérée et plus les individus participent. La synergie, c'est le couronnement de toutes les habitudes précédentes. C'est l'efficacité dans une réalité d'interdépendance. Votre synergie se situe à l'intérieur du cercle d'influence présenté dans la première habitude. Vous pouvez demeurer intérieurement synergique, même au cœur d'un environnement hostile. Vous n'avez pas à recevoir des insultes comme si elles vous étaient adressées personnellement. Vous pouvez contrer les énergies négatives si vous cherchez le meilleur dans les êtres et utilisez ce potentiel, si déroutant soit-il, pour améliorer votre point de vue et élargir vos perspectives. Dans des situations d'interdépendance, vous pouvez exercer votre courage pour être plus ouvert, pour exprimer davantage vos idées, vos sentiments et vos expériences, de sorte qu'ils puissent inciter les autres à s'ouvrir à leur tour. Habitude numéro 7. Aiguisez vos facultés. La 7e habitude englobe toutes les autres habitudes du paradigme des 7 habitudes, car c'est elle qui rend possible l'acquisition de toutes les autres. C'est l'habitude qui vous permet de préserver et de développer votre capital le plus précieux, c'est-à-dire vous-même. Il vous faut pour cela renouveler tous les aspects de votre nature, l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect psychique et l'aspect socio-émotif. Il vous faut pour cela renouveler tous les aspects de votre nature, l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect psychique et l'aspect socio-émotif. Bien que le vocabulaire varie, la plupart des philosophies de la vie traitent explicitement ou implicitement de ces 4 dimensions. Aiguiser ses facultés signifie exprimer tout ce que l'on est. S'affirmer d'une manière intelligente et nuancée exige un entraînement régulier et constant. Pour ce faire, il faut être proactif, et l'on ne peut ici compter sur personne d'autre que soi. C'est l'investissement le plus important que nous puissions faire que d'investir dans nos propres possibilités et nos propres talents. Notre potentiel est le seul instrument dont nous disposons pour affronter la vie et y participer. Nous sommes l'instrument de notre propre performance et, pour être efficace, nous devons comprendre l'importance de nous accorder régulièrement le temps d'investir dans tous les aspects de notre être. L'aspect physique. Il est nécessaire de bien se nourrir, de se reposer suffisamment, de se détendre et de faire régulièrement de l'exercice. L'exercice est l'une des activités importantes du cadran 2 présenté dans la 3e habitude. Nous le négligeons souvent parce que ce n'est pas une urgence. Conséquemment, nous nous retrouvons tôt ou tard dans le cadran 1, aux prises avec des problèmes de santé et des crises résultant de notre négligence. La plupart d'entre nous sommes convaincus de ne pas disposer du temps nécessaire pour s'adonner à l'exercice physique. Quelle aberration! Il s'agit de 3 à 6 heures par semaine ou un minimum de 30 minutes par jour tous les 2 jours. C'est peu si l'on considère ces énormes bienfaits. Un entraînement tonifiant ne nécessite aucun équipement particulier. Si vous souhaitez fréquenter un gymnase ou un spa, ou encore pratiquer certains sports comme le racquetball ou le tennis, c'est une option. Mais un bon programme d'exercice en est un que vous pouvez suivre à la maison. Il doit augmenter l'endurance, la souplesse et la force musculaire. L'endurance s'obtient par l'aérobie, qui favorise l'irrigation de l'organisme en passant par le système cardiovasculaire. Bien que le cœur soit un muscle,
on ne peut le tonifier que par le travail d'un ensemble d'autres muscles, et plus particulièrement ceux des jambes. C'est pourquoi les médecins recommandent des activités telles que la marche rapide, la course, la bicyclette, la natation, le ski de fond et le jogging. La souplesse s'acquiert grâce à des exercices d'étirement bien faits. La plupart des experts recommandent le réchauffement des muscles avant de commencer les exercices dans le but de les assouplir et de permettre un entraînement plus vigoureux. La détente prescrite après les exercices aérobiques aide à éliminer l'acide lactique qui cause souvent des douleurs et des raideurs après une séance d'entraînement intensif. Le degré de force musculaire nécessaire à votre bien-être dépend de vos activités professionnelles. Si votre travail exige beaucoup d'endurance physique, vous devrez développer davantage vos muscles que la personne qui effectue un travail sédentaire. Si votre travail exige beaucoup d'endurance physique, vous devrez développer davantage vos muscles que la personne qui effectue un travail sédentaire. Les exercices appropriés pour ce type d'entraînement sont les suivants: extension, flexion, redressement et poids et haltères. Le plus grand bénéfice que vous retirerez d'un programme d'entraînement physique sera sans doute le développement de la première habitude, soit la proactivité. Au lieu de vous excuser du manque de temps pour prendre soin de vous, vous profiterez alors d'un bien-être physique qui favorisera votre estime de vous-même et votre confiance en vous. L'aspect spirituel. Le renouveau spirituel vous permet d'orienter votre vie. C'est le noyau, le cœur de votre engagement à votre propre système de valeurs. Il garantit votre intégrité à l'égard de ce choix. Il est fortement relié à la deuxième habitude qui consiste à garder en tête le résultat final désiré. Il est d'ordre strictement privé et part de sources qui vous inspirent et vous stimulent. Certains se renouvellent par la prière et les croyances religieuses, d'autres par la littérature et la musique. La nature offre aussi des lieux propices au renouveau. Arthur Gordon a partagé l'histoire de son propre renouveau spirituel dans un petit livre intitulé « Le changement de marée ». À une certaine époque de sa vie, tout lui semblait insipide et banal. Il manquait d'enthousiasme et même ses efforts pour écrire demeuraient vains. La situation se détériorait de jour en jour. Il décida finalement de consulter un médecin qui ne décela aucun trouble d'ordre physique. Le médecin lui demanda alors s'il était capable de suivre ses conseils pour une journée. Gordon accepta et le médecin lui ordonna de passer le jour suivant dans le lieu où, enfant, il avait été le plus heureux. Il pouvait bien entendu manger, mais il lui était interdit de parler à qui que ce soit, d'écouter la radio, de lire ou d'écrire. Sur des billets qu'il cacheta par la suite, le médecin formula 4 prescriptions. Il ordonna à Gordon d'en ouvrir une à la fois, et à des heures bien précises. 9 heures, midi, 15 heures et 18 heures. Gordon ne prenait pas le médecin au sérieux, mais ce dernier lui rétorqua « Tu ne croiras plus à une plaisanterie quand tu recevras le compte de mes honoraires. » Ainsi, le jour suivant, malgré son scepticisme, Gordon se rendit à la mer. En ouvrant la première ordonnance, il lut « Écoute attentivement ». Il crut le médecin complètement détraqué. Comment pourrait-il écouter 3 heures durant, seul sur la plage? Il essaya tout de même. Il entendit, bien sûr, le bruit de la mer et les oiseaux. Peu à peu, d'autres sons imperceptibles au départ parvinrent à son oreille. Au fur et à mesure qu'il écoutait, il se remémora les leçons que la mère lui avait apprises. La patience, le respect, la compréhension de l'interdépendance des choses. Il écouta alors les sons et le silence, jusqu'à ce qu'une grande paix monte en lui. À midi, il ouvrit le second billet pour lire « Essaie de retourner en arrière ».
Mais retourner vers quoi? L'enfance? Les moments heureux? Il n'en savait rien. Il choisit toutefois de revisiter son passé, et il y retrouva de nombreuses parcelles de joie insoupçonnées. À mesure qu'il se les rappelait avec exactitude, une grande chaleur intérieure l'envahit. À 15 heures, la lecture du 3e billet le contraignit davantage que les précédentes. Il lui fallait examiner ses motivations. Sur la défensive, il pensa d'abord à tout ce qu'il souhaitait obtenir. Le succès, la reconnaissance des autres et la sécurité. Tous ses désirs étaient légitimes et pourtant ils ne lui suffisaient pas. Il questionna plus en profondeur ses motivations et découvrit là la source de son inertie. Dans un éclair de certitude, écrit-il, j'ai réalisé que si un seul des motifs était faux, l'ensemble ne pouvait être vrai. Peu importe que vous soyez postier, coiffeur, vendeur d'assurance ou ménagère, si vous avez le sentiment d'être utile, vous travaillez bien. Lorsque vous ne pensez qu'à votre profit, vos performances s'en ressentent. C'est une loi aussi inexorable que celle de la gravité. La dernière ordonnance ne fut pas longue à remplir. Il devait écrire ses préoccupations sur le sable. Il traça quelques mots à l'aide d'un coquillage et partit sans se retourner. Il savait que la marée remonterait bientôt. Le renouveau spirituel demande d'investir du temps, mais c'est une activité importante que nous n'avons pas le loisir de négliger. L'aspect psychique. L'éducation que nous avons reçue a façonné notre esprit. Mais sitôt sortis de l'école, la plupart d'entre nous avons laissé cet esprit s'atrophier. Nous ne lisons plus sérieusement. Nous n'approfondissons rien en dehors de notre champ de discipline. Nous avons délaissé la réflexion analytique et nous ne pratiquons plus l'écriture qui oblige à s'exprimer précisément dans un langage clair et concis. Et nombre de personnes passent autant d'heures devant la télé qu'elles en passent à leur travail ou à l'école. La télévision est un média passif. Certes, elle peut nous instruire, mais il faut pour ce faire un grand discernement et une discipline rigoureuse. La lecture et l'écriture stimulent et inspirent davantage. Ce sont des médias actifs qui exigent une interaction de notre part. Donnez-vous comme défi de lire un livre par mois et bientôt, vous en lirez un par semaine. Il existe aussi d'autres façons de développer son intelligence et son imagination. Il suffit pour les découvrir de bien se connaître et de vouloir faire l'effort d'élargir ses horizons. L'aspect socio-émotif. Alors que les aspects physiques, spirituels et psychiques de notre personnalité sont reliés aux 3 premières habitudes, lesquelles sont centrées sur des principes d'organisation et de leadership personnel, l'aspect socio-émotif relève davantage des 4, 5 et 6e habitudes, orientées vers des principes de leadership interpersonnel, de communication empathique et de création coopérative. Les dimensions sociales et émotives sont intimement liées parce que notre vie émotive se développe et se manifeste surtout dans nos relations avec les autres. Renouveler ces aspects de notre vie nous sollicite différemment des autres aspects. Nous pouvons le faire dans le cours normal du quotidien, dans nos interactions avec les gens que nous fréquentons ou avec ceux que nous côtoyons. Ces aspects nécessitent toutefois un entraînement. Il faut avoir appris à se faire confiance, être en paix avec soi-même et connaître sa propre identité pour ne pas dépendre uniquement de la perception que les autres ont de nous. L'estime de soi ne provient pas d'une disposition de l'esprit ni d'une attitude apprise, mais plutôt du respect d'un contrat établi avec soi-même.
Nos relations avec les autres seront alors harmonieuses si elles sont fondées sur l'échange et le partage plutôt que sur la méfiance et la rivalité. L'affection et l'amour des autres, même de nos proches, ne sont pas un dû, et on aurait tort de les tenir pour acquis, quel que soit le degré d'intimité que nous partageons avec eux. Ils ont besoin d'être rassurés eux aussi sur l'importance et la place qu'ils occupent dans notre vie pour nous faire confiance, et réciproquement. En guise de conclusion. En guise de conclusion, j'aimerais vous faire part de quelques formules et incitations susceptibles de vous encourager à développer ces 7 habitudes. L'une des choses les plus importantes consiste à partager ces idées avec votre famille, vos collègues ou vos amis. À discuter avec eux des idées qu'elles vous ont inspirées et des intuitions qu'elles vous ont révélées. C'est dans l'enseignement et le partage que s'implante la connaissance. Concentrez-vous au départ sur une seule habitude. N'essayez pas de tout changer en même temps. Déterminez vos priorités et tenez bon. Souvenez-vous qu'un caractère bien trempé ne se forge pas en une seule nuit. Soyez patient. Vivez selon des principes. Chacune des 7 habitudes est basée sur des principes universels éprouvés par le temps. Vivez les 7 habitudes. La force de ces habitudes se révèle dans l'effort quotidien. Pour en retirer tout le profit qu'elles offrent, elles doivent faire partie intégrante de notre vie. Elles nécessitent une volonté constante. C'est le prix à payer pour les vivre plutôt que de se contenter de les comprendre intellectuellement. À ce propos, j'aime citer M. Eliot. Nous ne devons jamais cesser notre exploration. Elle se terminera là où nous l'avons commencée, lorsque pour la première fois nous reconnaîtrons enfin ce lieu.